Vous écoutez Des Voix qui portent, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Sacha Zanko est rom. Âgé de 68 ans, cet étameur d'inandier sur cuivre appartient à la communauté des gens du voyage. Ses lointaines origines familiales se situent dans une région de Pologne appartenant désormais à l'Ukraine. Passionné d'histoire, Sacha Zanko est intarissable sur le peuple nomade, ses origines, ses traditions, sa culture, sa diversité, son sens de l'hospitalité, mais aussi sur les souffrances qu'il a endurées au fil des siècles. Celles, indicibles, comme l'esclavage en Roumanie ou la déportation des tziganes par les nazis, et celles, insupportables et révoltantes, parce que toujours présentes, lorsque des regards suspicieux se posent quotidiennement sur eux. Dans cet entretien, Sacha Zanko, militant actif depuis 50 ans dans des associations de défense des gens du voyage, raconte son histoire qui débute en 1961 dans le bidonville de la Rhôde à Toulon. Celle de son peuple, auquel le MUSEM, à Marseille, rend hommage jusqu'au 4 septembre prochain à travers une exposition consacrée aux différents métiers exercés par les représentants de la minorité la plus conséquente d'Europe qui compterait aujourd'hui 30 millions de membres. Et déjà, mon prénom fait un distinguo avec l'origine. Parce que le prénom Sacha, c'est russe, quoi. C'est le diminutif d'Alexandre. Donc, mon grand-père s'appelait Alexandre, mes oncles s'appelaient Alexandre. En fait, il y a souvent des passations de prénoms de génération en génération. Et la plupart du temps, le parrain, il transmet son prénom déjà en premier cadeau. Hein. Alors moi, je m'appelle Sacha Zanko. Zanko, ça vient de Zamkova. Zamkova, ça veut dire château. Voilà. Alors parce que mes aïeux, mon grand-père et d'autres, sont natifs de Kameneck-Podolski en Pologne. À l'époque, c'était en Pologne. Maintenant, c'est en Ukraine, après la répartition des terres après 1945. La question administrative pour établir l'identité de l'oncle de mon grand-père, étant donné qu'ils étaient en France, et dans les années 1914, ils sont revenus en 1914, ils étaient avant au préalable en Angleterre. Et donc, l'oncle de mon grand-père, on lui a demandé de décliner son identité. Notre identité du nom patrimonial, c'est Koudakov. Hein. Et le préposé à l'administration, il a insisté à prendre des détails dans ce qui était l'identité de mon grand-oncle. Et il disait que pour lui, il a spécifié qu'il ne savait pas parler français, il était plutôt de langue russe, polonaise. Il a dit qu'il était de la Wolica Zamkovar, avec un M après le A, et WA pour la terminaison. Donc le préposé a dit c'est Zanko, l'autre il a dit va, puis c'est resté comme ça, quoi. C'était inscrit avec un C à la place du K aujourd'hui. Parce que juste à côté du château qui est encore en existence à Kameneck, c'est la rue s'appelle comme ça. Donc voilà, on a hérité de ce nom. Donc je suis rom. Hein, je suis rom Kelderash, qui vient de Kaldar, de chaudron. Je suis d'inandier, étameur d'inandier, chaudronnier, sur cuivre, on va dire cuivre d'art, parce que la rareté de la fabrication du cuivre devient un objet d'art, hein, puisque compte tenu du prix que je peux demander, et je ne lésigne pas demander le juste prix, je me fais payer de mon travail, vu que c'est vraiment du travail fait main, quoi. Il n'y a pas de machine qui interviennent. Et là, ça demande un temps long. Et donc, on se particularise en disant que nous sommes Kelderash parce que nous avons la science et la connaissance du savoir-faire au travers de la fabrication des cuivres, quelle que soit sa forme. Voilà. On a, durant des décennies, et maintenant aussi, il y a quelques décennies que ça se perd, quoi. Il y a moins de demandes, mais néanmoins, ça a fait vivre nos aïeux. Ils opéraient auprès des cuisines, des collectivités pour faire les rénovations, pour réétamer les ustensiles qui en avaient besoin. D'emblée, lorsque mes grands-parents sont arrivés en France en 1912, ils ont été remarqués parce qu'ils étaient en nombre
et en couleur bariolée, les robes longues et tout ça, les foulards, comme il se trouve être, il y a peut-être une petite décennie encore, des Roms roumains qui viennent de Roumanie. Donc on avait cet aspect-là quand même. Hein. Alors les hommes plutôt en costume, hein, à la façon occidentale, quoi, l'habillement classique, on va dire. Costume 3 pièces, cravate, chapeau. Euh, et ils avaient aussi des gilets avec des gros boutons en argent. Hein, à l'époque, quand ils sont arrivés en France en 1912, et au préalable aussi, et ensuite, bien évidemment. Et quelqu'un les a repérés et les a incités à venir être exposés au jardin d'acclimatation à Paris. Et ils sont restés plus d'une année dans le zoo humain, sur lequel il a été un jour établi des photos que j'ai pu retrouver, que j'ai réinventées parce qu'elles n'existaient pas au sein même de la famille. Et eux, ils étaient consentants. Ils avaient établi un décor de fond de théâtre. Et donc, à ciel ouvert, les gens étaient au-devant, en plein air, quoi. Et là, ils faisaient leurs démonstrations de danse, de chant, de musique. Et ça devait ravir les gens, bien évidemment. Alors, il y avait des séances, bien sûr, à des heures fixes. Et puis ils étaient installés aussi avec l'atelier ambulant qui était celui de faire des cuivres, de fabriquer des cuivres, de réparer, de restaurer, de réétamer. Et ça a duré plus d'une année, donc de 1912 à 1913. Et après ils sont partis en Angleterre. Et de retour, après plus d'une année, c'était la période de guerre de 14-18. Et c'est là où mon grand-oncle, vu que mon grand-père était orphelin de père. Il a été le tuteur de ses enfants, donc ses frères et sœurs à mon grand-père. Et il a dit, moi, je peux pas aller à la guerre. Tout ça, c'est mes enfants, quoi. Il y avait cela et plutôt un peu d'autres. Hein. Et donc, il a dit, ah bon, donc, on va les enregistrer. C'est là que notre nom a changé. Et par la suite, on est resté en France durant moi j'y étais pas, hein, je dis c'est indéfini, hein, mais j'y étais pas. Moi je suis de 55, donc c'est bien plus tard. Mon premier oncle est né à Mitra en Autriche, donc faisant chemin, ils se sont arrêtés ça et là. Mon grand-père il a voyagé et il connaissait 5 langues. Il a connu l'URSS et il a dit un jour qu'il a traversé l'URSS de Saint-Pétersbourg à Vladivostok en passant par la Chine, par le transsibérien. Donc c'était aisé de le faire, c'est pas extraordinaire, mais il l'a fait. Et donc avec ses frères et sa famille, quoi, parce que c'était une famille soudée, hein, c'était plusieurs dizaines de personnes. Il disait que quand ils ont quitté la Russie, on va dire la Grande Russie, ils étaient 120 personnes. Ils pressentaient les événements de la Révolution. Et donc, ils ont senti la patate chaude, comme on dit. Hein. Donc, ils sont venus vers la France, quoi, pour pas dire autrement. Et dans les années 20, j'ai la sœur de mon grand-père, elle a immigré aux États-Unis. Ils ont été propriétaires des 2 grands 8 qui sont à Coney Island. Et pendant des années, on a perdu le contact, hein, en fait. Ils les ont aidés à faire la traversée, à faire cette aventure, quoi. C'est quand même une aventure. Donc ils sont les enfants, les petits-enfants maintenant. C'est plutôt les petits-enfants qui sont américains, quoi, ou argentins. Et ça a marché pour eux. Et on a eu des échos quand même plus tard. Alors ce que j'ai pu retrouver dans ce qui est des photos justement de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, j'ai identifié une photo de 1894. Voilà. C'est un bonheur, quoi. Je les ai remis en valeur dans le livre de mon grand-père qui a été édité en 59, que j'ai réédité donc sous l'appellation La Bible des Roms. Je suis auteur donc de ce livre et co-éditeur avec David Gossen qui est à Marseille.
Et depuis 2017, je distribue ça et là cet ouvrage. Pour te dire, moi, quand j'étais gamin, hein, à l'âge de 3-4 ans, on vivait dans l'Aveyron, dans la neige, avec les toiles de tente, quoi. Donc tout le monde était autour, même si c'est des lointains souvenirs qui s'effacent hein, avec l'âge, où sur le moment on est conscient de la chose, mais sans plus. Après c'est le distinguo, c'est l'école qui fait le distinguo en fait. Pourquoi on est différent? C'est parce qu'on vit différemment, mais moi c'était pour moi ça n'a jamais été différent, c'était le vécu. On est arrivé en 1961 à Toulon. Et donc on était parti déjà d'un bidonville à Lyon, à QC. Et là, c'est mes parents, mes grands-parents qui ont établi ce bidonville à QC, qui a été en fait aussi on a eu l'arrivée des Africains, des Algériens, qui se sont établis. Et il y a eu le livre, le Gone de Chabat. Voilà, c'est là qu'on les côtoyait. C'est ce bidonville-là. Ensuite, mes grands-parents, mes oncles sont restés là et nous sommes venus à Toulon parce que les grands-parents du côté de ma mère étaient établis sur Toulon. Et depuis, on s'est établis, quoi. On a vécu dans les bidonvilles, hein, à la Rôde. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Et pendant un laps de temps conséquent, on nous a transférés dans des cités transit. Donc là aussi, on a fait déjà un distinguo de nous. Voilà. On ne nous a pas donné un habitat conventionnel, quoi, un appartement, tout ça. Et même le jour où la cité transit, où il y avait bien sûr tout un ensemble de gens qui ont vécu dans des lieux analogues quoi, que de ceux que nous avons vus. Et il y avait aussi les Maghrébins du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, quoi, avec qui on a grandi. Et on a créé une première association. Dès que j'ai eu 18 ans, j'ai dit il faut se manifester, il faut se faire valoir ce que on voudrait. Hein. On n'a pas cherché à montrer qu'on était tziganes, on a appelé le foyer des jeunes de l'Égoutier. Donc tous azimuts avec le mélange et le brassage des origines qu'était celui de l'Égoutier. Mais justement, après, j'ai bien compris que être dans une association, ça avait un impact, ça avait quelque peu une force d'écoute, voire voilà, d'entendre ce qu'on revendiquait. Et dès lors, après, depuis, hein, ça fait maintenant 50 ans, j'ai pas quitté le cercle associatif. Déjà aussi, je voulais un peu contrecarrer l'envie des carriéristes, hein, gadgets, qui quelque part se servaient de nous, hein, bien évidemment, et de la misère dans laquelle nous étions. Et je ne trouvais pas qu'on était dans une misère, en fait. C'est eux qui faisaient valoir la misère dans laquelle la forme de précarité, bien évidemment, elle existait, mais focaliser là-dessus, j'y étais un peu contre. Hein. Je suis toujours contre de ça. Avant de faire valoir ma misère ou mes soucis, mes ennuis, je préfère apparaître, pas éparaître dans une belle image, quoi, on va dire. Puis j'ai voyagé au travers de ces rencontres, j'ai voyagé dans le monde. Hein. C'est paraît banal hein, comme globalité justement. J'ai participé à des congrès européens. J'ai fait valoir le livre de mon grand-père aux États-Unis parce qu'il y a un professeur de droit, Suzanne Kirwan, qui a voulu faire son doctorat là-dessus. Donc nous sommes allés à Détroit, l'assister, soutenir sa thèse, comme on dit. Hein. Alors tu me demandais à quel moment j'ai pu me rendre compte que je me suis rendu compte que j'étais différent dans ce qui sont mes origines. Parce que moi je suis rom, donc comme il dirait l'autre, du côté de mon père.
Et Cinto du côté de ma mère, c'est l'appellation des Manouches en fait. Cinto, ma mère était d'origine Cinto, Vache-Tiquet. C'est pour préciser le territoire. Ils sont plutôt de langue française, on va dire. Et, et donc, j'ai pas connu autre chose comme origine. Et donc, du coup, j'ai côtoyé mes cousins. Et mes cousins, de la même façon que moi, ben, ils vaquaient aux occupations qui étaient celles de notre environnement, quoi. Alors, ça a été, bien sûr, la ferraille, la mendicité aussi. Ça a été aussi récupérer ça et là des choses qui pouvaient se négocier en somme. Hein. Et puis l'âge faisant, en grandissant, ben, on précise les choses. Et puis à un moment donné, on est forcé, contraint de rentrer dans le cursus professionnel ou salarial de tout à chacun. Donc je suis rentré dans le bâtiment et je me suis perfectionné. Je suis devenu coffreur-boisseur OHQ, hautement qualifié. Donc je maîtrisais ce travail-là. Je me suis arrêté dans les années 81 de travailler dans le bâtiment parce que je voyais tomber les gens comme des mouches. Hein. Et puis ils tombaient, c'était mort. Quoi. Voilà. Donc il n'y avait pas d'alternative. Soit je continuais et j'étais prudent, mais la prudence, tu vas pour l'avoir, il y a toujours un hic. J'ai dit, j'avais déjà 4 enfants, j'ai dit, je vais quand même me préserver pour eux, quoi. Donc je suis père de 5 enfants et je suis arrière-grand-père. En somme, j'ai 18 petits-enfants. Voilà. Ils sont tous sur la région toulonnaise, ils sont établis sur des terrains avec des caravanes. Parce qu'il ne faut pas croire que la caravane, c'est le summum et l'apothéose de la réussite. Tu vois, là où nous sommes, c'est la maison familiale. Mais là, elle a beau être assez importante. Avant, il y avait des caravanes là. Puis les enfants, ils ont acquis des terrains du côté du Pradé, lequel le maire du Pradé veut savoir la mesurer les maisons, les ci, les là, tu vois, pour montrer ou nous faire la démonstration que nous sommes des hors-la-loi, quoi, que on s'installe, voilà, on s'installe. Bon, alors notre raison de persévérer ou de pérenniser l'endroit là où nous sommes, c'est que les années passant, au bout de 6 ans maintenant, toute construction, fût-elle être illicite, elle est, on va dire, voilà, légalisée c'est dans les statuts, quoi, c'est dans les lois françaises, et on bénéficie aussi des avantages des lois qui peuvent aller dans le bon sens. Et celui-là, j'espère que là, on est en procès. Hein. Et bon, on n'a pas peur, quoi. Et que la mort qui met fin aux choses. C'est vrai que les préjugés sont omniprésents. Dans la mesure où on te connaît, même là, tu vois, c'est une maison tranquille. Hein. On a acheté un jour des chaussures, un lot de chaussures. Alors, tu descends ça de la fourgonnette, ça fait un volume. Alors, on a trié les chaussures par paire et pas nécessairement par modèle. Et puis, on est observé, on est dans une arène, là. Autour de nous, les gens sont dans des immeubles, donc ils ont une visu générale du terrain. Et donc, on a rangé tout ça à la cave. Et puis, la police est venue nous visiter. C'est flagrant, quoi. Hein. Pourquoi nous, quoi? Alors que les gens nous connaissent, quoi. Ils nous voient pas vivre, on cache rien, il n'y a rien à cacher. Et j'ai dit, oui, nous les avons mis à la cave, voilà la facture. Non, mais elle a dit, c'est bon. Le policier, il était gêné, parce qu'il voyait bien que, d'une manière naturelle, je m'exprimais, et voilà, quoi, on a le droit d'acheter pour vendre sur les marchés, bien évidemment. Donc, il n'y a pas de raison qu'on fasse ça à la cachetterie, quoi, je ne sais pas comment on peut dire ça, tu vois, sous couvert. Dès l'instant que on sait que tu fais partie de la communauté, l'a priori se endurcit. C'est la méfiance. Pourquoi la méfiance? Alors,
Moi, j'ai travaillé dans le bâtiment, comme je te disais tout à l'heure. Mais je ne disais pas que j'étais tzigane, que je suis rome, que je vis... ma vie personnelle à la maison, c'est ma vie personnelle. Alors, donc, je ne vais pas l'étaler pour, pour parer, quoi, parader. Et donc, lorsque les gens, on a établi ensemble un lien de confiance, hein, réciproque, comme on dit dans ces cas-là, ben, oui, là, je dis, ben, moi, fais partie de la communauté des Roms, quoi. Mais bien évidemment, où que ce soit, j'ai eu... faut parler d'exemples. C'est parlant, les exemples. Hein. Tu vois, un jour, se promène à Saint-Jean-du-Var, à Toulon, et avec ma femme, on est au devant d'un magasin qui vend des chaussures. Puis ma femme, elle aimait le souhait, elle trouve une paire de chaussures qui lui irait bien, quoi. Donc on rentre dans le magasin, et puis elle essaie les chaussures, tout ça, ça lui plaît. Et donc je m'apprête à faire un chèque. Puis là, la vendeuse, elle tique, parce que ma femme, c'est visible que avec les grandes robes, hein, on ne se cache pas de ce qu'on est, quoi. Elle a dit, oui, mais je ne peux pas prendre le chèque. Je m'excuse, mais avant de rentrer dans votre établissement, j'ai bien vérifié, ni à l'extérieur, ni sur le comptoir, il est spécifié que vous refusez les chèques. Moi, je n'ai pas dit que vous les refusez à nous, hein, pour ne pas faire de suite l'amalgame. Elle a dit, oui, mais moi, je suis que la vendeuse, tout ça. Et j'ai dit, où est le patron? Ben, il est au bar en train de taper les cartes. Elle a le droit, hein. Donc, écoutez, qu'à ça ne tienne, je vais aller le voir. Donc, je me présente, bonjour monsieur, vous êtes le propriétaire, le patron du magasin de chaussures à côté. Il me dit oui, voilà, parce que je suis avec ma femme et puis elle a choisi une paire de chaussures, mais comme seul moyen de paiement, quand bien même j'avais de l'argent, hein, comme seul moyen de paiement, j'ai qu'un chéquier. Il m'a dit, si vous avez une pièce d'identité, il n'y a pas de souci. Je dis, bien sûr, je pourrais fournir ma pièce d'identité. Et donc on est retourné au magasin avec lui. Et elle a dit, la vendeuse, elle a dit, mais vous avez vu, en déclinant un regard des yeux vers ma femme, voyez qui ils sont, quoi. Et là, ça a mis le doute au patron, quoi. Elle a dit, oui, mais vous comprenez, j'ai eu des difficultés. Ben, tout à l'heure, c'est pas ce que vous m'avez dit. Vous m'avez dit que vous vouliez juste voir ma pièce d'identité, laquelle je peux vous fournir. Puis même, vous pouvez directement appeler la banque pour voir si mon compte peut assurer l'achat de cette paire de chaussures. Et là, il voulait pas. J'ai dit, écoutez, je vais pas en rester là. Je vais appeler la police. En fait, quand on a appelé la police, il a dû aussi par derrière émettre des doutes et des suspicions, alors qu'il n'y a pas lieu. Hein. Et quand j'ai entendu la sirène des policiers, je les guettais en fait, hein, j'attendais leur arrivée, je suis allé au devant, et j'étais 4 dans la voiture. J'ai dit, ça y est, il y a un problème. Je n'énonce pas les noms, hein, je comprenais la teneur des choses. Et je vais le voir et j'ai dit, écoutez, voilà, je vais vous dire que je fais partie de la communauté. Et bien évidemment, si par exemple vous étiez corse, supposons que vous soyez corse, et qu'on refuse des chaussures à un corse, c'est une forme de discrimination, quand bien même il est français. Mais j'ai rien pour dire les corses, j'aurais pu dire breton ou autre, pour lui montrer qu'il ne faut pas faire de jugement par rapport à une origine. Et alors, il a bien compris, le policier, là, en chef, on va dire, entre guillemets. Il a dit, oui, je comprends. Et il est allé le voir. Écoutez, vous ne pouvez pas refuser. Là. Oui. Alors, du coup, bon, ça a été un palabre, hein, c'est pas juste 2 mots comme ça, ça a été des palabres. Et il a dit, écoutez, contraint et forcé, j'accepte le chèque. Et pour finir, le policier a dit, si toutefois il n'est pas payé, vous aurez affaire à moi. Tu comprends ce que ça veut dire? De part et d'autre, il y a toujours se tenir à carreau, quoi.
se tenir sur la ligne jaune, ne pas dépasser ni d'un côté ni de l'autre. Voilà. Donc des exemples comme ça, bien, il y en a des multitudes. Ça se passe en tout et pour tout, quoi. C'est innombrable. Voilà. Alors, ça a été l'élan d'un des commissaires donc, du MUSEM qui a proposé au MUSEM justement de faire l'exposition qui n'est pas seulement celle-là qui était visionnée en préalable. C'était, comme défend le MUSEM, c'est le savoir-faire, la transmission du savoir-faire. Donc c'est sur les métiers, c'est la connaissance des acquis de chacun qui est transmis par rapport à la tradition, la transmission, tout ça. Alors, bien évidemment, moi, quand on m'a dit Chacha, est-ce que tu voudrais participer au MUSEM? Déjà, on te dit le MUSEM, te fait un tapis rouge. Hein. J'ai dit bien sûr. Et donc, c'est pour parler en plus de ce que tu es, en fait. Parce que nous, comme je t'ai dit tout à l'heure, notre identité vient aussi de par le métier. Nous sommes des compagnons du métier, quoi. Voilà. Et donc, c'est Jonah qui a initié cette pensée de créer une expo axée sur notre communauté. Et donc, ça a pris fruit et tout ça. Et c'était bien évidemment, au début, c'était pour faire connaître la communauté. Mais au-delà de ça, des gens ont dit, mais moi, je ne viens pas ici pour parler de petites choses de la vie, quoi. Il y a aussi l'autre côté non dénoncé, qui est l'antiziganisme. Bien évidemment, c'est parallèlement à tout ce qui est la faculté de créer, d'une manière artisanale, mais aussi musicale, hein, l'arté de ce qui est la tziganie. Donc, bien évidemment, il y a les artistes connus, reconnus, qui ne sont plus nécessairement aujourd'hui de ce monde. Alors, il y en a une multitude, mais il y a aussi l'aspect des artistes qui ont contribué, qui sont de la communauté, à faire valoir déjà ce qui sont les origines, la langue. Hein, c'est l'exposition, elle est en 3 langues, en français, en langue romani et en anglais. Alors bien évidemment, il y a quelquefois, lorsqu'il y a des groupes, des accompagnateurs, des guides qui expliquent le contenu de ce qui est l'exposition Barvalo. Hein. Barvalo qui veut dire riche en langue romani. Et riche en extension, c'est la richesse de tout ce qu'on peut avoir, hein, de tout ce qu'on a hérité dans la culture, hein, déjà. Et puis dans tout ce qui fait nos us et usages, nos traditions. Voilà, chacun a apporté sa pierre à l'édifice pour que ça soit jusqu'au 4 septembre l'exposition Barvalo qui a pour origine à la base notre langage, il vient du sanskrit, il vient du nord de l'Inde. Alors bien évidemment, ça remonte à plus d'un millénaire. Le mot gadjo, justement, il vient de cet exode dû à un envahisseur musulman qui était Gadzi. Il s'appelait Gadzi, donc c'est l'autre, c'est l'étranger, c'est le persécuteur, l'envahisseur. Donc méfions-nous des Gadzi, des Gadjo, des Gadjés. Et donc c'est pour montrer la nuance entre la différence de soi, c'est l'autre, donc on l'a appelé Gadjo. Alors chemin faisant, bien sûr, toujours vers l'Occident. Ils ne sont pas partis vers l'Orient, quoi, au-delà. Ils sont venus par là, je ne sais pas pourquoi, mais bon. C'était peut-être plus facile de là où ils étaient de venir vers Toulon. Et bien évidemment, aussi, on a emprunté, on va dire, l'autoroute de la soie, au sens large, parce que c'était une répartition, c'était pas une ligne suivie, on n'était pas là que le. Et donc, pays rencontrés, on a acquis des mots, des phrasés, des expressions
qui sont des lieux dans lesquels nous avons séjourné, parce qu'on a mis plus de 1000 ans un petit peu moins, parce qu'en 1419, la première apparition de notre communauté, c'était à Châtillon-les-Mâcons. Donc de là, on nous a repéré, c'est un journaliste qui l'a spécifié dans un quotidien, dans une chronique. Et de là, progressivement, ça a été dans toute la France. Et en 1927, on était aux portes de Paris. Donc on nous a mis du côté de Saint-Denis, on nous a mis à côté des rois. Voilà, c'est notre place. Voilà. Voilà, ça c'est pour la répartition, bien sûr. Mais par exemple, qui est aussi présent au MUSEM, l'esclavage. L'esclavage en Roumanie qui a duré 5 siècles. Hein. C'est pas rien. Hein. Donc, et ça s'est arrêté en 1850 et quelques. Donc, 1300 et quelques, ils étaient présents bien avant. Pour qu'on décide un jour de les mettre en esclavage, c'est qu'ils faisaient tâche, entre guillemets. Donc, des gens qui étaient différents des citadins du lieu de Roumanie, pour pouvoir être mis en esclavage et être docile au point de ne pas se rebeller. Sinon aussi, il y avait la mort au bout du compte. Hein. Faut pas se leurrer. On nous a dit de nous que nous sommes des gitans. C'est faussement qu'on nous désigne gitans pour être égyptiens, parce qu'on a écouté, entendu, on était toujours en groupe, et le meneur, il avait toujours un grade militaire. Il se disait lieutenant, capitaine, avec son nom. Et du coup, il disait qu'en Grèce, il y avait une région pour laquelle elle était dénominée sous l'appellation de Petite Égypte. Il disait qu'on venait de la Petite Égypte. Et au fur et à mesure des temps passés, le petit a disparu et il est resté Égypte, Égyptos, Gitan, Gypsy. Et donc ce nom-là nous a été accolé en supposant après que nous venions d'Afrique. En fait, on n'a aucun lien, on n'a rien contre l'Afrique, bien évidemment. Je suis éthiopien comme toi de mes origines. Mais sinon, dans le langage, il n'y a pas un mot d'égyptien, pas un mot du nord de l'Afrique. Alors bien évidemment, après ils se sont répartis, donc ils sont arrivés en Égypte. Il n'y a pas de frontières. Les Tziganes ne connaissent pas les frontières. Hein. C'est les autres qui leur disent oh, stop. Ouais. Sinon, il y en a, ils côtoient. Hein. C'est comme l'autre côté de la barrière, une frontière. Hein. C'est pas ni plus ni moins. Et donc les gens qui se côtoient, ils ont le même langage. Donc c'est après qu'il y a eu les séparations des lieux, hein, pour en faire des pays différents, mais les gens c'est les mêmes, d'un côté de l'autre c'est des frères. Et donc la répartition du peuple, tu me demandais tout à l'heure si on est un peuple, bien évidemment on est un peuple. Nous sommes la première minorité la plus conséquente d'Europe. Hein. Alors on peut évaluer, mais les chiffres sont toujours troqués, mais j'ai pas honte de dire que nous sommes de plus de 30 millions d'individus sur le globe, quoi. Et même les gens dans les pays, et lorsqu'ils font le comptage des personnes qui sont du pays, ils sont peut-être, c'est que l'aspect apparent de l'iceberg, quoi. C'est un cinquième du nombre. Tout ça parce que il faut pas que ça se sache qu'il y en ait tout autant. C'est affreux. Il y a le carnet de circulation, ne serait-ce que pour venir sur ce thème-là. Le carnet de circulation, il a été mis en exercice, on va dire, en 1969. Ce carnet de circulation, il fallait le faire viser tous les mois, soit dans une gendarmerie, ou au commissariat, tout ça, d'une autorité judiciaire aussi. Et c'était juste pour viser, pour contrôler ton casier judiciaire. Tous les mois, tu avais droit à une consultation de ton casier judiciaire. Est-ce que tu avais oublié ou tu avais fait une infraction, de payer une amende, ainsi de suite. Donc des fois, tu avais des contraintes par corps. Il fallait payer de ta personne en prison ou alors financièrement parlant.
où il fallait régulariser ton, voilà, ta faute, quoi. Et ça a duré jusqu'à la dernière année on va dire, de règne de Hollande, au moment où Macron était aussi dans ce gouvernement, et ils ont abordé le système du 49.3. Et vas-y que je t'en place un. Alors, bien évidemment, nous, on était contents parce que le carnet de circulation, c'était une tâche quand même, c'était une tare, c'était une obligation. Elle était passée de 1 mois ensuite à 3 mois de viser le carnet, mais ça restait toujours une épée de Damoclès, quoi, qui pouvait te trancher, quoi, comme on dit. Hein. Le carnet anthropométrique qui était établi en 1912 te prenait une photo de face et de profil avec tous les signes particuliers, tout ce qui pouvait être de ta personne, quoi. On va te passer les détails, mais bon, au plus profond des choses, voilà. Le teint de peau, les yeux, les couleurs des cheveux, les cicatrices, tout, quoi. Tout. Et donc, il y avait des enfants de 6 ans qui étaient photographiés et qui étaient annexés au carnet familial, en fait. Voilà. Il ne pouvait pas y avoir, il fallait qu'il y ait surtout le composite de la famille dès 6 ans. Et dès l'âge de 16 ans, il devait avoir son propre carnet individuel. Donc là aussi, c'était encore plus contraignant que le carnet de circulation, parce que tu arrivais à un lieu, déjà il fallait signaler ton départ de l'endroit où tu es parti. Quand tu arrivais sur le lieu, donc une commune, il fallait se signaler aux cartes champêtres ou ensuite soit à la mairie, à un endroit, quoi, aux autorités locales pour dire voilà, j'arrive, je viens. Et là, il fallait justifier pourquoi tu viens dans ce pays-là, dans cette ville, dans cette commune. Et fût-il être rural. Donc, tu désignes ton métier. Donc, tu étais vannier, rempailleur de chaises ou voilà, en fonction de tes métiers et de tes connaissances professionnelles. Donc, tu devais donner une raison d'être là. Donc, tu apportais une proposition de service. Et donc, on a enregistré ton arrivée et on vérifiait la logistique avec laquelle tu voyageais. Alors, si tu avais un chariot, si tu avais un cheval, il ne fallait pas repartir avec 2 chevaux, quoi, tu vois. Et les poules encore moins, quoi, tu vois. Il fallait mieux les manger sur place. Et voilà. Donc tout était détaillé dans le triste détail, quoi, vraiment. Aujourd'hui, on peut plus il y a plus. Il n'y a plus de carnet, y a plus. C'est juste la pièce d'identité. Alors, pour ne pas le nommer, Dominique Rimbaud, président de la commission nationale des gens du voyage, se posait la question de savoir, parce qu'en plus, ne pouvait se rattacher à une commune un certain nombre de personnes. Alors, il y avait un quota. Et il ne fallait pas que ce quota soit supérieur, mettons, à 3%. Et là, si c'est pas du préjugé, si c'est pas du racisme aussi, hein, de nationalité. Pourquoi mettre une limite, tu vois, et là, il se disait, mais là, du coup, ils sont en liberté, en droit d'avoir un surquota, quoi, non limité. Et là, il se posait la question. Alors, on les a rassurés, bien sûr, hein, et bien évidemment, en toute sincérité, parce que les gens qui sont d'une région, ils vont pas changer de la région d'ailleurs pour monter la liste des inscrits d'électeurs, on va dire, sur la liste électorale, pour pouvoir faire culbuter Falco. On n'a pas besoin. Et ça y est, il a culbuté déjà. Voilà. Et d'autres, hein, mais c'est affreux. Alors, les gens qui te côtoient, qui te connaissent, ils émettent encore cette crainte, cette peur, ce doute. Comme tout à chacun, fût-il être juif ou autre, les tziganes, parmi tant d'autres, ils ont occulté tout ça.
Ils n'ont pas voulu. C'était tabou de raconter. Alors, ceux qui en étaient sortis pouvaient encore un temps soit peu dire leur vécu, mais ils cachaient la finalité de ceux qui ne sont pas revenus, quoi. Et bien évidemment, alors il y a une manifestation à Saint-Denis par la Voix des Roms qui fait état du 16 mai 1944 où un groupe de tziganes, sachant où était leur destination, se sont rebellés. Donc ce jour-là, ils ont été épargnés. Donc ensuite, ils ont modulé cette force en séparant les enfants et les femmes et les hommes. Et donc ils ont bien sûr fini en solution finale, comme on dit. Hein. C'était le but recherché. J'ai fait le voyage à Auschwitz, hein, dans les camps, Birkenau, tout ça, avec un résident des lieux. Hein. C'est Benjamin Oresten, donc qui est plus de ce monde aujourd'hui, parce que ça remonte à une dizaine d'années tout ça. Et il nous expliquait que quand ils sont arrivés avec le train là, en voyage quoi, et ils ont pris la place des tziganes qui étaient là auparavant. Donc la veille ils ont été tous exterminés. Hein. Et il disait quelque chose de fort. Il disait on pressentait, on sentait la mort présente. Elle était tellement présente qu'un couteau aurait pu être suspendu dans l'air. Il a parlé de choses et d'autres. Et ça, et ce avec quoi j'ai connu la souffrance des miens, la souffrance, elle est identique, qu'elle soit petite ou grande, quoi. Dès qu'il y a souffrance, c'est douloureux. Mais c'est douloureux psychiquement, quoi. C'est pas physiquement aussi. Il y avait des contraintes, fussent-elles basiques, mais c'était aussi, par exemple, des soldats allemands qui demandaient à mon oncle de faire le chien pour avoir les épluchures de pommes de terre. Bien sûr, il s'est exécuté parce que même les épluchures de pommes de terre se mangeaient, quoi. Alors, on a mangé souvent des hérissons. Bien sûr, on était liés avec la nature. Donc, tous ceux qui étaient à la campagne avaient plus de recours alimentaire que ceux qui vivaient dans les villes, hein, bien évidemment. Alors, j'avais vu à la Libération des espaces dans les... C'est à la télé que j'ai vu ça, bien évidemment. Des espaces de parc qui étaient convertis en jardin, en fait, aussi. Hein, il fallait bien vivre de quelque chose, manger. Voilà. Alors, la contrainte, ça a été surtout alimentaire. Donc là, je reviens des Saintes-Maries-de-la-Mer, hein, qui se sont déroulées le 24 et le 25 mai. Donc, 24, c'est le jour de Sarah, qui était la servante de Marie-Salomé et Jacobée. On a été, mais je suis allé un peu avant parce que je fais partie de l'ANGVC, qui est l'Association nationale des gens du voyage citoyen. Et donc nous avons eu notre trajet. Et le lendemain, nous avons eu la commémoration à Salier, lieu où il y avait un camp d'internement, lequel camp est à 30 km des Saintes et isolé vraiment. C'est comme dirait l'autre, dans la cambrousse, mais en nature, quoi. C'est le désert vert. Et il y a eu 700 internés hein, durant une période. Hein. Les tziganes ont été internés jusqu'en 1946. Bizarre. Il y a une chronologie qu'on n'arrive pas à comprendre. On n'était pas libérés. La France n'était pas encore libérée pour les tziganes. Donc on a fait du rap, puisqu'il y avait de la place. Autant y rester. Mais c'est pas volontairement. On nous a contraints d'y rester. Donc jusqu'à 1946. Et bien évidemment, dans ce camp de Salier, il y a eu des morts. Et pire que ça, il y a eu ils ont arraché les enfants en bas âge aux parents et les ont distribués. C'était self-service au secteur de Salier où il y avait des familles qui ont récupéré et ont adopté
des enfants qui n'étaient pas les leurs, quoi. C'est comme ça qu'on adopte les enfants, de toute façon. Hein. La police n'aurait pas dit mieux. Mais on les a arrachés au sein de leur mère, quoi, pour les donner à d'autres familles. Tout ça, c'est aussi pour estomper, en fait, faire disparaître cette, entre guillemets, la race des tziganes. Hein. Dans le livre La Bible des Roms, mon grand-père, il a utilisé le mot race. Alors j'ai dit, avec l'éditeur David Gossen de Marseille, j'ai dit, je vais gommer, on va mettre un autre, le clan ou le groupe. Non, on l'a dit, faut laisser parce que à l'époque, c'était courant de... Même, moi, je me souviens, à l'école, on voyait des photos de races. Les races jaunes, les noires, blanches, voilà. Il y avait des nuances de physique qui disaient que cette race-là, elle était sous telle nomination. Voilà. Bien sûr que on travaille en tant qu'association à ce que les lieux de mémoire soient respectés. Il y a en Tchéquie un endroit où c'était une porcherie. Hein. Eh ben, on a fait en sorte que cette porcherie n'existe plus à cet endroit-là. Il y a à Mulsanne, au Mucem, et c'est montré, il y avait un camp d'internement où au jour d'aujourd'hui, c'est un golf, quoi. Il n'y a aucun respect des lieux de souffrance marqués. En fait, les gardiens des camps qui étaient là, qui étaient des Français, des Français qui surveillaient des Français, eh ben, après la guerre, ils ont été maires, ils ont été préfets, ils ont été... c'est pas... Donc il n'y a pas de morale, quoi. Le français, que ce soit le français ou un autre pays, n'avait aucune gêne à remettre en place dans l'aspect politique des lieux où les gens doivent être élus, ben, ils sont placés en fait par le gouvernement. Pétain leur a montré vraiment la route, quoi. Il leur a ouvert aussi un Pandore, quoi. C'est affreux parce que il y a très peu de gens qui se sont dressés à dire mais pourquoi les Juifs, pourquoi les Roms, pourquoi les Tziganes? Parce qu'ils sont Roms, parce qu'ils sont Tziganes. Et ils avaient vis-à-vis de nous le fait que nous étions nomades, la peur qu'on puisse divulguer des secrets, des stratégies guerrières, du coup. Hein. Et on nous a retiré nos roulottes et puis on nous a mis dans des camps qui ne nous ont pas été restitués par la suite. On sait bien peut-être qu'ils les ont brûlés, mettons, supposons qu'ils l'auront fait, mais il y a bien eu d'autres dédommagements qui n'ont jamais été consentis, quoi. L'Allemagne durant 30 ans, elle s'est mise à indemniser ceux qui étaient dans les camps. Hein. Mais au bout de 30 ans aussi, il y a eu un arrêt, quoi. Ça s'est arrêté, quoi. Mais je veux dire, il y a encore des gens qui réclament des dédommagements. Mais fussent-ils être minimes, c'est la reconnaissance de l'erreur qui a été faite vis-à-vis de notre communauté, quoi. Alors on continue et c'est un travail d'acharnement, on va dire. Hein. Le carnet n'existant plus, il est, on va dire, interdit aux gestionnaires des aires d'accueil, qui sont prédestinés à être occupés par les gens du voyage, appellation administrative bien sûr, et tout à chacun, tout Français, même Européen, a le droit d'accès à ces aires d'accueil. Parce qu'il vit en caravane, c'est le mode de vie qui donne le droit d'accès. Vous ne pouvez pas aller à pied, quoi. Pourquoi non, aller à Paris, il y a des ponts à Paris. Voilà. Donc il y a ça aussi. Ils ont eu peur aussi ça, de dire, d'abolir le fait de l'appellation gens du voyage avec un carnet de circulation, de laisser la voie libre, le droit d'entrée des aires d'accueil. Il y a des Roms qui ne sont pas en fait du voyage, hein, parce que eux, chez eux,
ils sont sédentaires, fussent-ils leur maison être précaire et tout, vivre dans des conditions vraiment désastreuses. Mais pour autant, ils n'ont pas vocation à être nomades. Hein. Et forcés, obligés, ils ont pris le nomadisme parce que c'est plus facile d'acquérir une vieille roulotte ou un vieux camion pour pouvoir y vivre que de s'intégrer dans un appartement. Moi, j'ai une maison, mais cette maison, elle ne suffit pas à toute la famille. J'ai 18 petits-enfants, 5 enfants, ça fait un nombre de personnes. On ne peut pas vivre dans un espace de 90 mètres carrés. Donc, bien évidemment, les enfants, n'ayant pas pu justifier d'un salaire, entre guillemets, décent, équivalent à 3 fois le prix d'un loyer, ils se sont mis en caravane. Et ça pose problème, parce qu'il y a des restrictions, il y a des lois, il y a des obligations. Et plus, vous savez que les politiciens, c'est des poules. Ils pondent. Tous les jours, ils pondent. Des lois, des décrets. J'ai volé des panneaux d'interdiction de stationner, d'arrêtés municipaux. Un à Vence et un à Cessan, dans le Cher. Et le maire de Cessan, il l'a vu lors d'un exposé à un festival auquel on participe. Il a dit, mais c'est mon tableau, ça, c'est mon panneau. Et il a dit, mais il est mieux dans vos mains que dans les nôtres. Il a été gentil. Mais il y a des gens qui nous ignorent et après ils sont amenés à nous connaître. Je crois que toi, tu vas faire partie de ceux qui auront un autre regard, hein, un autre discours, parce que moi je suis quelqu'un de banal, je suis quelqu'un d'ordinaire, mais on est tous des gens banals et ordinaires. Voilà. Donc on ne peut que se comprendre quand on prête l'oreille, qu'on enregistre les gens. Et je voudrais dire aussi aux auditeurs que là c'est juste une fraction de seconde ce qu'ils peuvent entendre. Mais essayez de taper à la porte d'un gitan, d'un Sinto, d'un Rom. Essayez de rencontrer l'autre. Vous verrez que il y a rien de plus naturel que de parler à un humain. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee. À la semaine prochaine.